pour présenter Actu Matin, les gars. Merci beaucoup à vous, Franck. Nous, bonjour, chers messieurs, William, Loïc. On va parler de retour des membres du gouvernement. Qui ont eu un temps de repos, je crois, 2 semaines de congé. Si... Ça doit tirer vers un mois, parce qu'ils sont partis après, le 1er août. Oui, ben voilà. Et ils reprennent le 4, et donc 4 semaines. Oui, ça doit faire du bien, en principe. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout ces dossiers qui attendent la rentrée, la hausse du prix, les inondations. La priorité des priorités, c'est laquelle, selon vous, Loïc? La priorité des priorités, tout de suite, selon moi, c'est la rentrée des classes. Parce que d'ici 2 semaines, les enfants vont reprendre les cours, les enseignants aussi vont reprendre les cours. Et je pense que, compte tenu de l'échéance, tout de suite, tout le monde va penser à la rentrée. C'est vrai qu'il y a aussi la cherté des prix qui est là, parce qu'il faut quand même de l'argent pour préparer la rentrée. Donc, d'une manière ou d'une autre, tout est important. Mais tout de suite, il faut d'abord commencer par sécuriser la rentrée des classes, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le secrétaire général de la COSI Bénin a lancé l'alerte par rapport au saucissonnement des primes et autres, tout ça. Donc, quelque part, dans une certaine mesure, on sent qu'il y a des frustrations dans l'air. C'est ce qu'il faut déjà commencer par étouffer. Il faut faire en sorte que la rentrée démarre sous de bons signes et que les enfants, que ce soit enfants et apprenants, démarrent réellement l'école, reprennent le chemin des classes en toute sécurité. Quand je parle de sécurité, je parle en même temps de l'inondation. Là, déjà, il faut commencer par voir dans quelle mesure corriger ou du moins aider ces écoles-là qui sont inondées actuellement, ces zones inondées, voir comment trouver des solutions palliatives rapidement. Et l'autre aspect encore, quand on parle de sécurité, c'est aussi les écoles qui sont actuellement dans des zones en proie à l'insécurité à cause du terrorisme, du djihadisme et autres, tout ça, voir comment aussi sécuriser la rentrée scolaire dans ces zones-là. Donc je pense que pour moi, c'est le dossier prioritaire. Mais c'est vrai que quand on parle de dossier prioritaire, il y a d'autres dossiers secondaires qui sont aussi importants, comme la cherté de la vie. Voilà. Je vais embaucher cette trompette de Ulrich en parlant de la rentrée. Le Conseil national de l'éducation a fait un atelier de préparation de la rentrée. Je crois que cette année, la question sécuritaire, la question des urgences en général, notamment l'insécurité, puis ensuite les inondations, les catastrophes naturelles, sont les questions prioritaires autour desquelles les acteurs du système éducatif ont axé leur réflexion. Moi, je pense que à l'issue de ces travaux, il y a sûrement des recommandations à l'endroit de nos gouvernants et il y a des recommandations des acteurs du système éducatif. Je pense que quand les acteurs du système éducatif commencent pas à jouer leur part, je pense bien qu'ils vont le faire, il faut que le gouvernement aussi commence pas à jouer sa partition à son niveau pour que la rentrée soit effective et qu'on amoindrisse les chocs, ces facteurs-là pouvant entraver le bon démarrage de l'année scolaire et surtout un bon train de l'année scolaire, parce que nous avons pour habitude souvent de focaliser nos énergies sur la rentrée, mais la rentrée c'est le premier jour des classes, la rentrée c'est le 18 septembre, l'année scolaire c'est 9 mois avec des examens à la fin de l'année. Pour moi la rentrée encore parce que ça grogne dans le rang des enseignants, ça grogne sur les primes, on parle de primes de journée pédagogique, primes de nuit, on parle de primes de rentrée, 4 primes au total. Et moi, je pense qu'il faut les écouter parce que il y a des confédérations syndicales qui disent avoir déjà adressé des correspondances aux autorités sur la question. Il faut les appeler au plus tôt, selon moi, discuter avec eux, parler des marges de manœuvre, des marges de négociation. C'est là lieu de faire pour se comprendre vite et savoir comment est-ce qu'on y va parce que ils vous diront que ce sont des sommes ou des dus qu'ils ont programmés pour le démarrage de la rentrée de leurs enfants parce qu'ils sont aussi des pères de famille. Oui, s'assurer que les enseignants démarrent la rentrée avec le moral dopé, après avoir réglé les problèmes au niveau de leur famille, après s'être rassurés de ce qu'ils ont des enfants également à l'école qui sont partis avec des cahiers, des sacs et bien habillés serait un atout parce qu'un enseignant devant sa classe, en face des apprenants et qui a des soucis à la maison, on ne peut pas attendre grand-chose de cet enseignant. Donc pour moi, la priorité, c'est de pouvoir garantir, disons, une bonne rentrée. Une bonne rentrée suppose également que les salles de classe où il manque de mobilier, où il manquait l'année dernière des enseignants pour tenir les groupes pédagogiques, que toutes ces classes-là soient pourvues d'enseignants qualifiés pour garder ces enfants. Parce qu'il y a des enfants qui commencent la rentrée
et qui ne découvrent le visage de leur professeur ou de leur instituteur que 2 ou 3 semaines, parfois même des mois après. Alors que nous avons 9 mois. Sur ces 9 mois, il y a des quotas de cours qui doivent être dispensés et parfois il y en a qui sont lésés. Alors, les inondations, pensez par exemple à assister les populations des zones inondées, leur apporter des kits de médicaments, leur apporter des vivres, leur apporter des moustiquaires ne serait pas superflu, ne serait pas de trop. Parce que des gens qui voient leur culture partir dans l'eau, qui voient ce qu'ils ont réalisé pendant des mois, des années, partir dans l'eau, il faut être à leur chevet pour les soutenir. C'est très important. Et l'autre chose également, il faut penser à la crise. Les transporteurs, vous en avez parlé tout à l'heure, il faut les écouter pour voir dans quelle mesure les aider peut-être à écouler les produits vers d'autres horizons, pourquoi pas, au lieu que ça reste dans les camions, ils se gâtent et des jours d'attente à la frontière avec le Niger, c'est beaucoup de pertes pour ces... Et c'est eux qui font tourner en réalité l'économie, les transporteurs, les marchands, les commerçants, ce sont eux qui tournent. Tout ça, c'est du secteur privé et c'est eux qui tiennent l'économie en réalité d'un pays comme le nôtre. Moi, je pense que la priorité des priorités, c'est d'abord la cherté de la vie. Que l'on soit enseignant, avec une rentrée qui s'annonce et des primes qui sont attendues, ou que l'on soit transporteur, avec des marchandises qui sont bloquées. Nous sommes tous concernés d'abord par le coût de la vie. Je crois que c'est la priorité des priorités. Enfin, je pense, avant de penser à l'école, qui est quand même dans 3 semaines, Ulrich. L'école, c'est dans 3 semaines. La priorité, c'est vrai que vous parlez de la cherté de la vie. La cherté de la vie englobe tous les secteurs. Et on peut gérer ça sur du long terme. Mais la rentrée a déjà une date. Donc, ce qui veut dire qu'il faut déjà commencer. Il faut rester en vie, il faut rester pour aller à l'école. Il faut avoir quelque chose dans le monde pour aller à l'école. Je suis tout à fait d'accord. Je n'en disconviens pas. Mais dans le même temps, vous savez que quand il y a un calendrier qu'il faut respecter, il faut faire en sorte que ce calendrier soit respecté dans de bonnes conditions. Et justement, pendant qu'on est en train de faire de l'école, de la reprise des classes, une priorité, on peut parler également, on peut soulager également les maux qui minent la cherté de la vie. Par exemple, Franck a bien fait de parler tout à l'heure des produits qui pourrissent actuellement aux frontières. Donc je pense que ce sont des pistes de réflexion que le gouvernement peut mener. Mais déjà, tout de suite, la priorité des priorités. À votre avis, c'est la rentrée, oui, Franck. La vie a été tellement chère que nous y sommes habitués. Oui, on a toujours... Pas suffisamment, hein. Et pas tous non plus. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que désormais, Franck peut rester à jeun 3 jours plutôt que de 2. Non, pas à jeun. Je sais que les prix depuis un moment, surtout avec la fameuse guerre de l'Ukraine, les choses n'ont pas encore connu une certaine stabilité. Donc nous vivons avec, c'est notre quotidien. Et donc moi je pense que nous y sommes un peu déjà habitués, mais on veut que cela soit soulagé. On veut que les peines que nous endurons avec ces situations soient soulagées. Et c'est en cela que je dis, bon, ça reste une priorité, mais déjà nous pouvons agir, nous avons encore du temps devant nous pour agir afin de limiter, de minimiser les ratés pour la rentrée scolaire. Donc la priorité pour moi, en tout cas c'est relatif, hein, la priorité pour moi c'est d'agir pour que la rentrée se déroule sur des chapeaux de roue et que tous les acteurs démarrent avec le sourire aux lèvres. C'est vrai que les parents d'élèves, c'est pas la joie en ce moment. Mais bon, qu'on le veuille ou non, la rentrée aura lieu. William, un mot là-dessus? Sur votre analyse, je pense qu'elle ne manque aucunement de pertinence. Il y a que les bourses éprouvées ne peuvent pas bien démarrer la rentrée et qu'il n'y a pas que les enseignants qui puissent envoyer leurs enfants à l'école. Il y a d'autres acteurs de la chaîne. Mais moi, je m'accorde avec les autres collègues en plateau sur le fait que la rentrée pour cette année, comme beaucoup d'autres, doit être une effectivité avec moins de grincement de dents. Il faut vraiment que ce soit le cas, qu'il n'y ait pas de grincement de dents à propos et que dans du long terme, on trouve une alternative et des solutions réelles à la conjoncture économique internationale, que notre économie s'y adapte. Elle a été résiliente à la Covid-19, nous a-t-on dit. Elle est plus ou moins résiliente à celle de... À la crise en Ukraine. À la crise en Ukraine, même si les répercussions sont là et on a toujours trouvé cette cause-là à tous les maux qui nous minent actuellement, même le prix
du maïs qui est à 300 francs dans les marchés, seulement non loin de Cotonou. Donc moi je pense qu'il faut trouver des solutions réelles et structurelles en réalité à cette conjoncture économique pour que la cherté de la vie soit jugulée et que ce ne soit pas quelques produits subventionnés et qui soient toujours un peu plus fortes que les bourses des Béninois. On va changer de sujet, non? On va parler de la situation au Gabon. On s'était promis d'en dire 2 mots hier. C'est bien le moment maintenant. Désormais, il y a un homme fort, un nouvel homme fort, comme on dit, dans ce genre de situation, qui préside aux destinées désormais du Gabon. Un certain Oligui Nguema, c'est un général, un proche de la famille Bongo, qui a fréquenté la famille pendant un bon bout de temps. Quand vous voyez tout ce qui s'est passé depuis hier matin jusqu'à aujourd'hui, fallait-il s'attendre à ce coup de force, Franck? Vous êtes surpris ou pas? Oui, vous savez, je suis pas surpris, mais lorsque vous écoutez les analystes, les gens qui ont suivi un peu la situation au Gabon, ils se disaient que la situation était arrivée à un moment où les gens avaient besoin les gens aspiraient au changement. Et ce changement-là ne venant pas, je crois que les militaires ont trouvé la manière de le faire. Et seulement, comme on l'a toujours dit, même dans les autres cas, le coup de force ne règle rien du tout. Les coups d'État, ce n'est pas la bonne manière, puisqu'il y a eu des résultats des élections qui ont été organisées. Moi, j'aurais bien voulu que la bataille se déroule au niveau des institutions pour essayer de véritablement faire gagner. Quelle institution? Non, je dis que la bataille se déroule au niveau des institutions. Oui, j'ai demandé quelles institutions? Les institutions gabonaises ou bien... Oui, gabonaises. Les institutions gabonaises. Les élections ont été organisées au Gabon. Les institutions qui ont proclamé Ali Bongo vainqueur avec 64% de voix. Oui. Ok. En réalité, la classe politique gabonaise, devait se battre à ce que... Apparemment, Thierry vous fait dire des choses. Non, mais moi, je suis là pour poser des questions. Un bon légaliste, moi, je voudrais qu'on puisse user des lois, qu'on puisse user des institutions pour régler le problème. Parce que un coup d'État, c'est beaucoup de choses qui vont changer, beaucoup de décisions qui vont être prises. Est-ce que ces décisions-là arrangent forcément l'évolution démocratique dans le pays? Dans tous les cas, le cas du Gabon, on pouvait s'y attendre puisqu'il y a une famille qui règne depuis des décennies. Je crois que ça doit faire au total 56 ans qu'ils sont là. Justement. Et donc, les Gabonais avaient besoin de changement, encore que dans la région de l'Afrique centrale, on n'avait plus enregistré de coup d'État depuis une dizaine d'années. Donc le cas de Gabon, c'était vraiment sérieux et les populations qui ont certainement été représentées par les militaires ont agi et on le constate tout simplement. William? Comme la dynastie Yassingwe au Togo depuis 67, au Gabon depuis la même année, la dynastie Bongo dirige cette monarchie républicaine, permettez cet oxymore. Vous voyez, voilà un pays très riche dans son sous-sol. Est-ce que vous y attendez au coup d'État? Oui, moi je m'y attendais. C'est pas si étonnant que ça de voir une population exaspérée, voilà, un peuple si riche mais qui vit en deçà du seuil de pauvreté, plus de 800 000 Gabonais. Et ça, quand je dis 800 000 Gabonais, ça fait seulement le tiers de la population. Ils ne sont que 2,3 millions, vivent en deçà de $5 le jour. Et c'est un pays dans lequel le niveau de vie est très élevé. Ça n'a rien à voir avec les capitales comme Dakar, comme Abidjan, Libreville. Pour dire que dans un pays comme celui-là, où la dynastie au pouvoir a eu un soutien légendaire et traditionnel d'une puissance coloniale pendant des années. Ces gouvernants ont été l'incarnation de la France-Afrique en Afrique centrale et par surcroît dans toute la région. Et qu'aujourd'hui, ce pays rentre dans un multilatéralisme qui ne dit pas son nom. Constaté hier que la Chine était la première puissance à réagir à ce coup d'État. La Chine est dans les bois du Gabon. Justement, c'est une puissance, comment on appelle, c'est une puissance qui est
présente comme autant d'autres au détriment de l'effritement progressif de la puissance coloniale. Aujourd'hui, c'est un multilatéralisme qui ne dit pas son nom. Il a parlé en anglais hier, Ali Bongo. Il est rentré dans le Commonwealth, même si on a très peu de locuteurs de la langue anglaise au Gabon, pour dire que les Bongo ont commencé par s'ouvrir à d'autres horizons qui ne plaisent pas forcément à tous ceux, à ce père ou à ce colon de tout temps qui a toujours conservé les intérêts de cette dynastie à la tête de l'État, et donc c'est normal. Regardez par exemple la façon dont le scrutin s'est déroulé. Ça me rappelle un peu la mascarade électorale de 2016. Je me demande si Jean Ping il est quelque part dans le monde et qu'il est dans son fauteuil et qu'il voyait les images des différents militaires défilés à la télé hier, Brice Oligui Nguema porté en triomphe par sa garde présidentielle, ses collègues de la garde présidentielle. Qu'est-ce qu'il dirait quand au avec 6000 voix, on a fait basculer les voix de tout un pays, 31 morts en 2016. Il est revenu au pouvoir, il a fait 7 ans, il a eu des soucis de santé, durant, c'était visible, c'était apparent, mais quand même, on forçait les choses. Regardez par exemple, en mi-août dernier, quand il était à la célébration de la fête de l'indépendance, les images sont revenues sur Gabon 24 hier. Vous savez, un pays fragilisé à ce point, un gouverneur en perte de vitesse à ce point, il n'était pas si étonnant de le voir déposé comme ça. Oui, Ulrich, surpris ou pas? Pas du tout surpris, pas du tout surpris. Et d'ailleurs, William a déjà peint le tableau assez sombre, assez sournois de la politique qui se mène actuellement au Gabon. Et il faut dire que déjà, à la veille du scrutin, parce que moi, je voudrais simplement m'attarder à ce qui s'est passé ces derniers mois. À la veille du scrutin, vous voyez, subitement, on coupe l'Internet. Et on se dit que c'est parce qu'on ne veut pas que des informations, que l'infox soit diffusée. Dans le même temps, à peine à l'heure du dépouillement, il y a coupure d'électricité. C'est venu comment? Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux pour le dire, mais c'est quand même déplorable. Et juste après ça, on se rend compte qu'on décrète un couvre-feu. Quand j'ai entendu tout cela, je me dis, attention, le Gabon est en train d'aller sur une piste qui ne l'arrange pas. Je reste légaliste. Un instant, je reste légaliste et je condamne à fond les coups de force. À huis clos. Je reste légaliste et je condamne à fond les coups de force. Donc, je ne saurais apprécier ou donner mon aval pour un coup de force. Mais telle que la situation s'est produite, on se pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas Ali Bongo et les institutions gabonaises qui ont prêté flanc à ce coup de force-là? Une chose est certaine, moi je dis, il y a une sournoiserie aussi au niveau des institutions internationales, parce que tel que le scrutin s'est déroulé, nous n'avons pas vu l'Union africaine se prononcer et dire attention, ce qui se passe là n'est pas bien. Et c'est après le putsch que l'Union africaine a... L'Union africaine préfère des simulacres d'élections. Et c'est ça le problème que nous avons dans notre démocratie. C'est justement ça le problème. Une illégalité par exemple qui fait jubiler tous les citoyens gabonais. À Port-Gentil, c'est compréhensible, c'est le bastion de l'opposition. Mais à Libreville, vous ne vous posez pas des questions? Voilà, par exemple, une démocratie à l'africaine dans laquelle ce sont les règles illégitimes et illégales qui font la légitimité populaire, et l'état de droit musclé et baraqué ne fait aucun bien à aucune population. Vous allez entendre l'opposition. Moi, je suivais tout à l'heure. Franck préfère qu'on se recourt aux... C'est l'opinion de Franck et je la lui respecte. Nous avons le droit à la différence en démocratie. C'est pour ça que je respecte son opinion à propos. Mais regardez par exemple... moi, je suivais tout à l'heure une édition spéciale sur un média international dans lequel beaucoup d'opposants gabonais prenaient la parole. Mais écoutez, vous vous demandez si c'était vraiment une démocratie. Et Ulrich parlait tout à l'heure des conditions d'élection. On n'a pas accrédité de médias internationaux. On a coupé les fréquences des plus connus sur le continent. Cela n'a interpellé personne. Mais quand on a fait un coup d'État, on a commencé par crier. Reposons-nous les questions sur la façon dont nous implémentons la démocratie. Parce que quand nous allons toujours... phagocyter l'essence de la démocratie et la plaquer à une certaine exception près, la plaquer à la tête, en fonction de la tête des gens que nous avons devant nous. Ceux que Bongo Père a dirigés ne sont pas les Gabonais d'aujourd'hui. Et c'est cette même garde républicaine qui a maté les Gabonais en 2016
pendant la présidentielle, quand ils faisaient leur soutien à Jean Ping, c'est cette même garde présidentielle qui a été applaudie dans les rues de Libreville hier. Ali Bongo est où? Ses enfants sont où? Sa famille est où? La présidente du Conseil constitutionnel est où? Posons-nous les bonnes questions. Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire attention dans l'analyse justement de ce qui est intervenu? Dans les premières déclarations des forces militaires qui ont pris le pouvoir, ils ont dit, bon, entre autres raisons, eh ben, les résultats des élections ne reflètent pas un peu ce qui s'est réellement passé dans les urnes. Est-ce que quelque part, ce n'est pas peut-être au challenger de Ali Bongo qu'on est en train de faire un coup d'état plutôt qu'à Ali Bongo en réalité, Franck? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que si les choses s'étaient bien passées, l'opposant Albert Odossa, la vedette à Ali Bongo le chassait, enfin, et le faisait quitter le pouvoir. Ouais. Mais ça n'a pas été le cas. Celui qui doit se mordre les doigts de ce coup d'État, en réalité, c'est l'opposant. Parce que si on doit donner les résultats que reflètent les urnes, c'est que il est d'office président du Gabon. Quelle institution? Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais il y a des facteurs qui présageaient un tout petit peu du malaise qui prévalait mais là, subitement, vous n'êtes plus surpris? Non, il faut aller maintenant dans les... C'est vrai, au début, faisons plus sérieux. Faisons plus sérieux. Et il n'y a que des gens ont mené des études, par exemple, au Gabon, où sur la centaine de promesses faites par le président Ali Bongo à la prise de son pouvoir, le dernier mandat, en 2016, il a fait une centaine de promesses, mais à l'arrivée, il n'a tenu que 12. Ça voudra dire que les populations étaient insatisfaites de sa gestion. Deuxième chose, c'est que Bongo Père était plus, disons, philanthropique. Il était plus généreux, il était plus ouvert que son fils, qui n'a pas en réalité fait beaucoup dans le social. Parce que les Gabonais, c'est vrai, ils étaient dirigés par la famille Bongo depuis, mais le père essayait quand même de concilier les choses et de faire de partager pour faire commun. Lui ne l'a pas fait, ce qui peut expliquer un peu la montée du mécontentement. Ce n'est pas plutôt cette analyse que William a fait que il y a quand même une distance désormais entre, je dois dire, le pouvoir à Libreville et ceux qui l'ont souvent conservé, à savoir la France qui, à travers justement la dynastie Bongo, mettait quand même une certaine sécurité autour de ses intérêts là-bas. On sait ce qu'a représenté Omar Bongo pour la France pendant tout son long règne. On sait comment est-ce que ça a été très proche, en tout cas entre les deux capitales. L'histoire raconte même que Omar Bongo faisait nommer des ministres et les faisait démettre dans le gouvernement français. Ce n'est pas forcément la même capacité, la même intelligence, la même proximité aujourd'hui avec le fils. Je suis d'accord. Et surtout que les choses ont évolué en fonction du temps. Et ne l'oubliez pas, hein, c'est cette garde présidentielle plus armée, garde républicaine l'appelle-t-on, plus armée, super armée, plus que même l'armée régulière, qui serait aux ordres de cette amitié entre la France et le Gabon, qui est en train de démettre aujourd'hui. C'est pour ça, quand on lit entre les lignes du discours des différents colonels qui sont passés, notamment celui que nous avons le plus vu, le jeune colonel en béret noir, vous allez constater qu'il n'y a pas de fibre patriotique, on ne parle pas de panafricanisme, on ne parle pas d'identité de soi. On se demande même si c'est un coup d'État ayant la tache d'huile des coups d'État ouest-africains. Je ne pense pas. C'est un coup d'État particulier. C'est un coup d'État avec des motivations, des raisons purement gabonaises. Peut-être que parce que ça se passait très bien en Afrique de l'Ouest, on en a 4 désormais, n'est-ce pas? On s'est dit aussi que c'est possible parce que les coups d'État ont été essayés avec Omar Bongo, ça n'a pas marché. En 2019, en janvier, le 7 janvier précisément, de jeunes lieutenants ont essayé également avec... Quelques deux capitaines qui se sont réveillés un beau matin. Je crois qu'ils sont actuellement en prison. Je crois qu'ils étaient vraiment pas sérieux. Non, mais il faut finir rapidement. William, rapidement, le temps il est parti. Oui, moi j'ai un avis contraire à Franck sur la question de... Je voulais préciser de la philanthropie, de la philanthropie et aussi de celui à qui ça profite. Jamais sous Ali Bongo, Albert Ondo Oussa ne serait jamais reconnu président
sorti des unes parce que tout le monde raconte actuellement au Gabon que c'est lui qui a gagné les élections. Mais on n'aurait jamais les chiffres vrais. On n'aurait jamais une réalité des choses. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'était le premier pas de la libération. L'autre pas peut venir après, encore qu'aujourd'hui, l'opposition gabonaise a prévu de rencontrer la junte au pouvoir. Si c'était là le cas, pourquoi les militaires disent pas clairement en faisant le coup d'État, ben écoutez, voyons dans les unes qu'est-ce qui s'est passé et remettons le pouvoir à qui a gagné les élections. C'est plus simple, non? Les militaires l'ont dit d'une certaine manière. C'est vrai qu'ils n'ont pas dit exactement recontant, mais ils ont dit précisément, nous annulons le scrutin et nous allons restaurer les institutions. Ils ont été bien précis. Et quand ils parlent de restauration des institutions, c'est parce qu'ils estiment que les institutions qui sont là en l'état ne permettent pas une certaine application réelle de la démocratie. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? La première question est de savoir qu'est-ce que les militaires sont capables de faire en termes de restauration de la démocratie. C'est pour cela que je dis que je ne peux pas apprécier, je ne peux pas donner un aval au coup de force, mais si ces militaires peuvent d'une certaine manière contribuer à la restauration de l'éthique démocratique, et je dis bien l'éthique démocratique, là nous pouvons dire que la population peut applaudir. Mais maintenant tout de suite, c'est l'essence de la démocratie, c'est ça, légitimité des gouvernants. L'éthique démocratique. Qui est de légitimité. Donnez un peu de oui. Est-ce que vous aviez remarqué certaines actions du bout des lèvres, certaines réactions du bout des lèvres de la France hier? Oui, Olivier Véran est sorti l'expliquer. Oui, ils ont condamné, mais dans une moindre mesure. C'est pour cela que beaucoup de Gabonais voient la même mise, ou les mains invisibles de la France derrière ce coup d'État, parce que Bongo se désolidarise peu à peu. Et regardez sur le continent, à part Biya, Paul Biya, le Camerounais, qui a même réformé hier immédiatement le ministère de la Défense à son niveau pour revoir sa garde rapprochée, parce que depuis 82, lui aussi, il est au pouvoir. À part lui, je n'ai entendu que le Nigérian Tinubu hier. Tous les autres dirigeants africains se sont tus. Il n'y a plus de hardiesse. Il n'y a plus de solidarité. Il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus d'urgence comme au Niger. On peut mettre l'absence du coup de solidarité sur le fait que la CEDEAO est différente de la CEMAC. Et la CEMAC est dirigée par le militaire actuellement, le Tchadien. Voilà, donc faisons doucement, faisons attention. Moi, c'est pour cela que je parle beaucoup plus de l'Union africaine. Et c'est l'Union africaine qui est bien habilitée à réagir là. Si la CEMAC n'a pas réagi, il y a l'Union africaine qui est là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui sont dans l'Afrique de l'Ouest, qui se retrouvent également au sein de l'Union africaine. Donc, a priori, ils peuvent aussi intervenir. Donc, moi, je mets... Mais il peut avoir des condamnations individuelles. Il peut avoir des condamnations individuelles. Et la hardiesse qu'il y a eu, par exemple, au Niger. L'ironie dans tout ça, c'est que j'entends de Paul Biya condamner ce coup de force. Bon, lui, suivez mon regard. Non, lui n'a pas fait de coup de force. Il a toujours gagné les élections. Maurice Kamto est peut-être en prison, mais lui, il a toujours gagné les élections quand même. Et il a toujours organisé. Il a toujours réclamé en faisant confiance aux institutions. Il est toujours en prison. Moi, je pense que c'est une position un peu prudente par rapport à l'Union africaine. Il ne faut pas aller un peu comme dans les... Parce que tout le monde a condamné même les réactions que ces institutions ont eues sur les autres coups de force. Ça n'a pas toujours été des réactions pertinentes. Donc, moi, je pense que c'est un recul, un retrait pour prendre des décisions qui peut-être vont refléter quand même, disons, une certaine décision pertinente qui ne puisse... La décision n'aura jamais de pertinence tant qu'ils seront dans un mutisme. Quand ils seront dans un mutisme sur les coups de force institutionnels, quand des simulacres d'élection ne disent rien à l'Union africaine et qu'il faut attendre des putsch. Le putsch aujourd'hui libère plus que l'élection. Qu'est-ce qu'on veut? La paix ou des institutions, des simulacres d'institutions qui ne font aucun bonheur? En réalité, on dit la même chose. Je dis, si l'Union africaine doit réagir alors qu'il y avait, lorsque on a coupé Internet, lorsque on a chassé les médias internationaux. Est-ce qu'on a interdit les observateurs? Les observateurs, on n'a pas eu leur réaction. Donc, souffrez que quand il y a coup d'État, qui ne viennent pas tout de suite pour dire, écoutez, ici, prendre une décision. Et en ce qui concerne la France, beaucoup aujourd'hui disent ce que nous avons dit ici, ce que les gens voient la main invisible de la France. Et ça ne manque pas de pertinence parce que vous avez vu au Niger, la France s'est brûlée suffisamment les ailes. Ça n'arrange pas du tout la France. Et donc, c'est pourquoi elle préfère marcher comme sur des œufs maintenant. Voilà, marcher sur des œufs pour ne pas... Ce comportement parfois... À mon analyse, ce comportement parfois, cette attitude parfois de la France fait justement nourrir ce sentiment qu'on a
que parfois elle n'est pas toujours dans la même démarche d'analyse et d'action quand il s'agit d'un pays ou d'un autre. Et c'est cela qu'ils appellent le sentiment anti-français. Pendant qu'il y a des choses qui sont visibles et sur lesquelles on l'atteint, on n'a pas la réaction. Et ailleurs, ça réagit violemment, ça tape violemment, comme sur le Niger, etc. C'est toujours... le deux poids, deux mesures, c'est l'ADN de la France en matière, par exemple, de succession à la tête des États. Macron est venu introniser Mahamat Idriss Déby. Oui, à pas de charge. À pas de charge. Vous voyez, quand c'est comme ça, permettez que les langues se délient et que les gens disent ce qu'ils pensent à propos. Ce n'est pas une apologie du coup d'État, mais c'est la réalité. J'ai une petite crainte par rapport au Gabon. Celui qui a fait le coup d'État, qui est le nouvel homme fort, a collaboré avec les Bongo pendant 20 ans. Il y a quelqu'un qui faisait une analyse comme ça, qui m'a dit, mais et si c'était, disons, un schéma mis en place par Bongo lui-même? Quoi? Pour dire, viens avec un fusil et fais-moi... Oui, puisque celui-là est presque de la famille Bongo, qui a fait 20 ans, ça peut paraître bizarre. Ça peut là aussi d'autres frustrations. Oui. On pourrait voir les choses de cette façon. Il a été envoyé au Maroc pendant 10 ans, quand Bongo fils est arrivé au pouvoir, là où il a fait des formations militaires, et de son retour, il a fait une léthargie d'abord avant d'être nommé à la place du frère consanguin de Ali Bongo, à la tête de la garde présidentielle. Il servi de renseignement, puis à la garde républicaine. Voilà, au renseignement, puis à la garde républicaine. Donc ça peut être vu comme une frustration. Ça peut être aussi vu sous l'angle effet Doumbouya en Guinée, c'est-à-dire un très proche du président utilisé par des mains invisibles pour le démettre et continuer à entretenir ces relations. Il faut attendre la fin de la transition et voir celui qui va prendre le pouvoir pour mieux apprécier ce même les premiers actes déjà. Il faut voir déjà les premiers actes. S'il ne commence pas à libérer les lieutenants qui ont essayé des coups d'État contre Ali Bongo, s'il commence pas entretenir une certaine relation avec l'opposition, on comprendrait les motivations réelles. Mais si ça fait un phénomène à la Paul-Henri Damiba, comme au Burkina, où on sent un retour à un ancien système paternaliste de tout temps, attention, il pourrait avoir un autre phénomène Ibrahim Traoré, peut-être encore au Gabon. Les gars, bonne journée. Vous parlez beaucoup français. Bon week-end à vous. Oui. Revenez-moi lundi en très bonne santé. Prenez soin de vous. Mesdames et messieurs, on va faire rapidement un tour à la régie pour la pause. Et puis, juste après, vous aurez à suivre pour ou contre de Naki Balagbe. Moi, je reviendrai par ici avec mon invité.